La petite interview avec Igor Polushin. Salut Igor. Bonjour. Alors Igor, le jeu de rôle, ça a commencé comment? Alors, le jeu de rôle, c'était quand je devais avoir 14-15 ans, où j'avais ma mère qui s'était remis avec une nouvelle personne, qui avait un fils, qui était plus jeune que moi, qui s'appelait Franck Michaud, et qui, au début, m'a parlé de Donjons Dragons. Et il se trouve que moi, je connaissais Donjons Dragons aussi, mais c'était sous la forme d'un espèce de petit jeu de société avec des petites tours, un truc électronique. Et donc, quand il me pose la question, est-ce que tu connais Donjons Dragons, je lui dis, ah mais oui, super, génial. Donc, tout de suite, on se dit, puis on a plein de choses en commun, ça va être génial. Et puis, donc, il monte dans ma chambre, je sors la boîte, et là, je vois soudain son regard avec un mépris que je n'ai jamais retrouvé chez personne d'autre dans ma vie, parce que c'était évidemment pas du tout le même Donjon Dragon dont on parlait. J'étais tout content avec mon petit jeu de société électronique à 10 balles, et alors que lui me parlait évidemment du jeu de rôle Donjon Dragon. Donc notre relation a commencé sur cette méprise, et puis mais plus tard après, il a eu l'occasion de m'en parler, et puis on a beaucoup joué, on a constitué un groupe autour de ça. Et puis, donc c'est devenu Donjons Dragons que j'étais acheté à Françoisir à l'époque, à Belle Boîte Rouge. Donc c'était le premier jeu. Et après, on a enchaîné Rêve de Dragon, qui a vraiment été le jeu phare. Donc t'as un faible pour Un Rêve de Rêve de Dragon, Dragon, c'est mon. de Denis Gerfaut. À Denis Gerfaut, je suis son padawan. Et Rêve de Dragon, pour moi, c'est le meilleur jeu de rôle à l'époque. Alors, moins pour le système de jeu, mais surtout pour la philosophie intrinsèque, qui correspond en fait au principe que les joueurs jouent un personnage et le personnage sait qu'il est rêvé. Puisque dans Rêve de Dragon, les dragons, ce sont les joueurs en fait. C'est un scoop, peut-être les gens qui ne le savent pas, mais c'est ça. Et cette idée-là, juste absolument génialissime. Mais t'as quand même essayé d'autres jeux de rôle? Alors après, on a essayé d'autres trucs, effectivement. On a touché un peu du Warhammer, on a fait un peu de Empire Galactique, un peu de Méga, du Paranoia, on a fait une partie de Cyberpunk. On a quand même essayé pas mal de choses à droite à gauche. Qui me faisait penser d'ailleurs que moi je trouvais pas forcément ce dont j'avais besoin à chaque fois, mais c'est vraiment Rêve de Dragon avec lequel on a fait vraiment des campagnes au long cours qu'on a vraiment suivi. Voilà. Alors, comment t'es venu à bosser pour le jeu? Alors, pour le jeu au départ, donc le jeu était un loisir, donc je faisais ça, j'ai commencé assez tôt à écrire en fait. J'étais pas bon en français, j'étais pas bon en histoire, mais j'écrivais paradoxalement quand même beaucoup à côté à partir de 15-16 ans. Et donc c'est quand même Chad qui très vite, j'ai eu envie de travailler avec ça. Donc au début, c'était un jeu où il y avait, c'était un space opéra avec une planète par race. Donc voilà, il y avait tout un tas de choses qui étaient développées comme ça. Et puis je l'ai laissé tomber, je l'ai repris, j'ai laissé tomber. Et puis à un moment, je l'ai repris, je l'ai vraiment réécrit complètement. Donc dans ton coin là, hein, Dans c'était mon vraiment... coin, et puis surtout quand j'étais en Afrique, en fait, pendant 2 ans, j'ai été volontaire au service national en Mauritanie. Et là, j'ai eu l'occasion vraiment de pouvoir écrire mon jeu, le tester avec les Africains. Mais l'Afrique t'a inspiré pour le jeu? C'était une source d'inspiration particulière et primale, absolument, parce que c'était clairement un jeu anticolonialiste en fait, n'ayons pas peur des mots. Et où ce qui m'intéresse aussi de décortiquer, c'est justement, c'est pas bêtement dire, c'est pas bête de coloniser, c'est simplement d'essayer de comprendre les tenants et aboutissants entre le colonisateur, le colonisé, et surtout tout l'aspect intermédiaire entre une personne qui va être résistante, une personne qui va être terroriste, quelqu'un qui va être justement comment dans un conflit on réagit, comment en occupation on réagit. C'est tout ça que je trouve intéressant. Avatar avant l'heure. Ah, exactement. Il y a ce côté-là. Et cela dit, grâce à James Cameron, maintenant je peux expliquer Shan très rapidement, puisque je peux dire Shan c'est Avatar puissance 10. Mais alors comment t'as trouvé un éditeur? Alors je suis en rentrant de l'Afrique avec mon manuscrit sous le bras. J'ai tapé à plusieurs portes. J'ai d'abord rencontré, le premier éditeur que j'ai rencontré, c'était Croc et Marc Nunes, avec qui j'ai parlé de mon jeu. J'avais une première relation avec Croc où on a parlé de Mézières en fait, et j'ai m'expliqué qu'il aimait bien Mézières et moi aussi en fait, donc c'est quelque chose qu'on avait en commun. Et puis il m'a demandé de leur laisser leur jeu, enfin de leur laisser mon jeu. Et ce que j'ai pas fait, je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que mon avenir aurait été différent si je leur avais laissé mon jeu. Et puis je suis parti après, j'ai essayé d'autres éditeurs. J'ai été voir aussi Multisim, ou un moment où il était question que je signe avec eux.
Et puis finalement, je suis tombé sur une annonce presse où il y avait une pub avec un visuel d'Andreas. C'était Halloween Concept qui avait fait ça. Et je me suis dit, bah, tiens, un leader qui utilise Andreas, c'est pas mal. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume Gilmave, qu'après, moi, je n'ai plus quitté pendant de nombreuses années. Et donc avec qui on a édité Shan, la première édition, et c'était il y a 18 ans. Donc, Halloween Concept, Darwin Project. Exactement. Et je crois que tu as bossé pour d'autres jeux après. Play Factory. Voilà, il y a eu Play Factory. Et puis du coup, après, on a Play Factory, c'est Donjons et Dragons 4 quand même. Donjons et Dragons 4. Dans Halloween, Darwin Project, il y avait Warhammer, la deuxième édition, pour lesquels j'avais fait la charte graphique, la nouvelle charte graphique. Et puis beaucoup de magazines. On faisait beaucoup de magazines à l'époque. On faisait Backstab, on faisait Codex Arcanum. On en faisait pas mal de trucs. Ah, du coup, vous avez rebossé avec Croc, etc. Alors, avec Backstab. Alors, à l'époque de Backstab, absolument. Absolument. Mais c'était l'époque où je ne bossais pas encore complètement à Darwin Project. Et après, quand on l'a repris, je crois que Croc n'y bossait plus. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Et puis voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis après Factory, effectivement, on avait développé Donjons Dragon 4 avec Dragon Rouge, Carnot QD, c'est bien ça, c'est le rein. Où là, c'était que... et je crois que tu as fait le très bon commercial pour attraper la licence Donjons et Dragons 4. Oui, on avait été avec effectivement, j'ai participé pour essayer de récupérer la licence. Et puis du coup, ça s'est bien passé parce qu'on a pu la récupérer. Mais c'était sympa parce que du coup, le magazine qu'on avait pu lancer, Dragon Rouge avec Arnaud et puis Sébastien Séverin, et c'est vraiment, c'était que du bonheur. On a eu de très très belles expériences avec ça. Alors aujourd'hui, il y a Shan, à nouveau. Alors voilà, pourquoi à nouveau Shan? Pourquoi à nouveau Shan? Puisque, eh bien, il y a un groupe en fait qui a continué à beaucoup jouer à Shan. Alors moi, je ne faisais plus trop de jeux de rôle. Un peu mis ça de côté. Et puis, il avait été question à un moment de rééditer Shan, justement à l'occasion de la suite de Donjons Dragon 4. Et puis, donc, il était question de faire un Shan dans l'esprit de Donjons Dragon 4, avec le même système de jeu. Et puis, donc, c'était déjà à l'époque Julien Bess et puis Vincent Leval, le chef, avec qui j'étais en contact. Et je leur ai dit, voilà, on pourrait bosser ensemble sur Shan Donjons Dragon 4. Et il m'avait dit, on va réfléchir. Et puis une semaine après, il m'a dit, non, ça ne nous intéresse pas. On pense que ça dénature ton jeu. Donc, si tu veux le faire, c'est ton jeu, vas-y. Mais nous, on ne veut pas cautionner ça. Je suis oh, d'accord. Et puis, un moment, quelques temps plus tard, Julien reprend contact avec moi. Il me dit, tiens, ça en est où, Shan, alors? Je dis, nulle part. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, donc, du coup, on se dit, faisons-le ensemble. Et je lui dis à ce moment-là, partons sur un nouveau système de jeu. On part de zéro et puis on part sur un vrai système complètement intégré à l'univers pour avoir quelque chose vraiment de ludique et puis qui puisse vraiment fonctionner de manière intéressante. Donc financement participatif qui marche bien. Alors du coup voilà, on se dit que comme c'était un peu la mode, voilà. Alors après le truc qu'on s'est dit, c'est par contre, c'est de dire tiens, ce que j'avais cru comprendre de différents financements participatifs, c'est qu'on ne pouvait pas trop maîtriser les paliers. Une fois qu'on lançait le truc, ça nous échappait un peu. Donc l'idée, ça avait été on avait déjà fait un site, parce qu'on y a dans l'idée en parallèle de faire un jeu Shan PHP. Donc on a un site pour ça, avec différents modules qu'on va intégrer dedans. Et l'idée, comme on avait déjà une communauté sur ce site-là, c'était de faire le site participatif sur ce site-là. Et ce qui a effectivement bien marché, puisqu'on a levé suffisamment de fonds pour pouvoir lancer toute la gamme. Ça veut dire le livre de base, les extensions, les posters, des dés, enfin tout un tas de choses. Donc là, on a une grosse livraison qui va arriver dans le 15 décembre chez Yellow. Normalement, ça sera à partir de janvier en boutique et ça sera échelonné après en différentes livraisons. Donc pour une sortie du livre de base Normalement, janvier en boutique. Janvier en boutique et après ça suit avec des extensions. Après, ça sera des extensions vont après suivre à peu près peut-être tous les 2-3 mois. Voilà. Très bien. Merci Igor. De rien. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut.